téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci d'être avec nous sur le 20h15 du 1er octobre 2022. Cela dit, pour chaque maladie et remède en islam. Quelles sont les recommandations prophétiques et ces médicaments? Voyons cela dans ce reportage de Samiratou sur les images de Abdel Nasser Abdou. La tendance de la médecine prophétique n'est guère un sujet tabou. Ici, à Niamey et ses alentours, de nos jours, la population nigérienne se tourne vers ce genre de pratique à la recherche de guérison pour plusieurs types de maladies comme la sorcellerie, le problème de Guine et tout autre de ce genre dont les médecins modernes ont du mal à cerner et à comprendre la cause. Aussi, la médecine prophétique peut être un moyen de guérison pour d'autres maladies modernes, à savoir l'hépatite, l'infection, le cancer et même le paludisme, pour ne citer que cela. Car selon notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il n'y a pas une maladie sans remède. La médecine prophétique a son origine dans le Coran. Ici, nous donnons des traitements pour la sorcellerie, les djinns, etc. Mais aussi les infections, diabète et hépatite. C'est un traitement que même certains médecins ordonnent à d'autres patients. Car après plusieurs examens et traitements, le patient n'est pas totalement guéri. On dit dans le Coran même et les hadiths, il n'y a pas de maladie sans remède. Mais nous faisons appel aux citoyens de faire attention, car certains vendent le produit sans connaître sa valeur ni dans quel cas l'indiquer. Que Dieu nous en garde. La médecine prophétique est une forme de traitement à laquelle font recours les croyants. Mais ça serait mieux de se référer aux experts dans ce domaine. Tout juste hier après l'ouverture du congrès extraordinaire du syndicat national des agents des impôts SNAI, la poursuite des travaux a été interrompue par la police nationale. Les précisions avec le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts SNAI, Moussa Oumarou. Nous avons déjà fini l'ouverture, nous devons procéder aux travaux. Malheureusement, nous avons trouvé un dispositif de force de sécurité
en nombre qui sont venus envahir le locaux et de nous demander de sortir. Qu'on leur a donné l'ordre de nous faire sortir, de nous déguerpir de notre propre siège que nous avons construit avec nos propres agents. Aujourd'hui, je ne comprends pas. On est dans un état de droit ou bien on est dans notre état. Aujourd'hui, ils ont vu la masse qu'il y a à l'ouverture du congrès. Ils ont vu les gens qui sont présents à l'ouverture du congrès. Ils ont vu ce que nous avons dit. Et par conséquent, aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver est très grave pour notre pays. Aujourd'hui, on nous empêche de rentrer dans notre propre siège que nous avons construit avec nos propres sous. Aujourd'hui, je dis que c'est très dommage. C'est regrettable pour être dans un état de droit où on se permet de venir sans mandat de perquisition ou de déguerpissement. On nous dit de sortir. Je demande à l'officier, qu'est-ce que vous avez amené comme papier qui prouve que vous êtes une force vous êtes venu vraiment de manière légale pour nous déguerpir. Il dit qu'il n'en a pas et que de se référer à sa hiérarchie. Est-ce que ça c'est un état de droit? Est-ce que ça c'est un état de droit? Et je voudrais que les agents des impôts se comprennent. Aujourd'hui, le président de la République par rapport à ce genre de comportement, il ne peut pas grandir le Niger. Aujourd'hui, les agents des impôts en ont marre de ce qui est en train de devenir. Et nous sommes d'accord, nous sommes d'avis. Aujourd'hui, nous allons procéder à un arrêt de travail. On va voir qui est qui dans ce pays. On va voir qui est qui dans ce pays. Dans 2 bureaux, on fait la distinction entre 2 bureaux. Et là, on les finance à grands frais. Là, on les finance et on continue à les financer. Et demain, aujourd'hui, on vient, nous qui n'avons rien, qui n'avons que les militants derrière nous, on nous empêche de tenir notre congrès. Est-ce qu'il y a l'équité ici? Non. Est-ce qu'il y a l'équité? Non. Donc, par conséquent, nous allons porter plainte contre cet officier-là, qui est venu, qu'il sait que c'est un ordre manifestement illégal, il est venu agir parce qu'il a la tenue, qu'il porte la tenue que nous avons payée de nos propres sous. Parce qu'aujourd'hui, en tant que policier, c'est nous qui payons, parce que c'est nous qui cherchons l'argent pour les faire les tenues, pour leur donner les armes. Les armes ne doivent pas se retourner contre le peuple. Faisons un tour dans cette édition au marché hebdomadaire des femmes transformatrices du produit agroalimentaire du RECA pour voir ce que les femmes transformatrices offrent à la population nigérienne. Suivons plutôt. Ramener la population à consommer local est l'initiative prise par ces femmes transformatrices des produits agroalimentaires à travers cette foire hebdomadaire, en vue de valoriser et faire la promotion des produits 100% locaux avec un mode de production sans produits chimiques, ce qui devrait inciter davantage la population à consommer ces produits locaux. Basilic, de menthe, de moringa, de clous de girafe, de gingembre. Si on a des inficettes de moringa, plus les biceps rouges. Et si nous avons aussi les inficettes de moringa au gingembre, les inficettes de moringa au basilic, des inficettes de moringa au citron, si aussi la pomme de terre, couscous de la pomme de terre, du riz et du persil. Si aussi on a le couscous de la patate douce, du riz aussi. On a les maribis qu'on utilise directement pour faire les cassoms du copto. Si on a le pot séché de l'oignon, c'est-à-dire les gaboubis, c'est-à-dire que les gaboubis composés d'épices, du sel qu'on peut mettre directement dans la sauce. Ici c'est de l'arôme local de moringa. Ici c'est de la bouillie du brésil du bleu. Ici c'est une pâte, c'est-à-dire une farine de wanzu. Puis si quand vous regardez, il y a tout ce que cette farine peut emporter pour l'organisme. C'est-à-dire que c'est une ancienne farine qu'on utilisait dans le temps. Mais aujourd'hui, que les jeunes ou bien la jeunesse a tendance d'oublier cette farine. Donc, nous sommes là pour ramener cette farine qui permet de faire une pâte. C'est une pâte comme la pâte de maïs ou bien la pâte de mil qu'on peut faire à beaucoup de sauces, soit la sauce rouge, soit la sauce noire, soit c'est de suite, etc., etc. Voilà les compositions de produits que j'ai. Et sans oublier vous dire que
Tous ces produits sont fabriqués dans la commune de Bonkoukou, qui est dans le département de Filengue, dans la région de Tillabéri. Toutefois, ces femmes font face à un problème de financement, ce qui retarde leurs activités, d'où leur cri de cœur. Nous demandons à notre population de nous soutenir, de consommer local, consommons nigérien, c'est sain. Au lieu de prendre ceux de l'extérieur qui passent des années sur les bateaux avant de nous arriver, nous avons tout ici. Et que les autorités aussi nous soutiennent par rapport à ce que nous faisons. Si maintenant, comme à la plateforme paysanne, nous avons fait instaurer lors des ateliers la consommation du moringa. Vous voyez, partout où il y a atelier, obligatoirement les gens font le moringa, copto. Et ça passe vite. Donc pourquoi ne pas venir prendre pour les universités, les casernes, nos couscous là que nous faisons. Et avec ça, ils peuvent nous soutenir. Les femmes transformatrices ne peuvent pas transformer en quantité parce que les moyens font défaut. Une fois qu'on essaye de bien emballer ça, ou bien qu'on essaye de mettre les étiquettes et de dire aux étiquettes, au niveau des étiquettes, les grammes, combien de grammes, si c'est 500 grammes, 200 grammes, et de dire aussi la composition, c'est-à-dire les ingrédients, et de dire aussi ce que cette farine-là peut apporter à l'organisme. Là, c'est cher. Mais nous pouvons mettre ça dans un sachet de 5 francs et on ne dit rien comme ingrédient. Et là, on peut permettre de vendre ça à 100 francs. Et ça, là, nous n'avons pas. Moi, maintenant, aujourd'hui, je suis fière d'avoir ce produit-là parce que je n'ai pas peur d'amener mon produit de vendre n'importe qui. Donc, ça va être cher parce que c'est l'emballage qui coûte cher. Parce que nous n'avons rien du Niger. On importe tout d'ailleurs. À noter que plusieurs défis doivent être relevés pour permettre à ces femmes transformatrices de produire en quantité et en qualité afin de répondre aux attentes de la population nigérienne. Place à présent à la revue de presse hebdomadaire. Comme chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les nouveaux journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et au revoir. Soutien à Bazoum Mohamed Issoufou à la manœuvre a constitué un des titres à la une du matinal. Le matinal qui nous rapporte que le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme Pendestareya tiendra son congrès en décembre prochain. En prélude à ce congrès, le haut représentant du président de la République, vice-président du parti, M. Fuma Kwegado, sillonne depuis peu, selon le journal Le Pays, pour le renouvellement des structures régionales. Ainsi, après Difa, on l'annonce pour Tawa ce week-end de Dosso comme prochaine étape. Si pour la présidence du parti, les jeux semblent faits au profit du haut représentant du président de la République Fuma Kwegado, les autres enjeux restent incontestablement, selon le journal, la vice-présidence du parti et l'EFT, avec l'élection probable de Hadiza Husseini, Madame Odje, à la coordination régionale de Tawa. La région de Tawa est très intéressée pour occuper ce poste. Mais en attendant, beaucoup d'observateurs notent que le dynamisme et l'activisme de l'ancien président au niveau du PNDS ont un seul objectif, asseoir un bureau qui, le moment venu, fera la courte échelle à son rejetant, l'actuel ministre du pétrole, Sani Issoufou Mahamadou. L'actualité à travers les journaux cette semaine reste marquée par les propos du Premier ministre malien. Ces propos du Premier ministre malien qui agite la galaxie rose a constitué un des titres du Canard en furie. À l'endroit de M. Bazoum, il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour des raisons cumulatives. La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres qui consiste à ne pas répondre aux injures par les injures. La seconde raison relève de l'identité de M. Bazoum, l'étranger qui se réclame du Niger. Nous savons que le peuple nigérien, frère, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un Nigérien. Son comportement nous réconforte totalement dans notre constat.
Ces propos sont du Premier ministre par intérim du Mali, M. Abdoulaye Maïga, nous rapporte le journal qui précise qu'il les a tenus le samedi dernier lors de son discours à la 77e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. Depuis la sortie de ces propos du chef du gouvernement malien, on assiste selon le confrère à une véritable tollée de protestation dans les rangs du pouvoir de Niamey. Des personnalités et militants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme Pendestaria, des acteurs de la société civile et même des journalistes se trouvant ou cherchant à être dans les bonnes grâces du régime de Bazoum Mohamed s'agitent dans tous les sens, traitant le Premier ministre malien et ses collègues de la transition de tous les noms d'oiseaux. Certains parmi eux qui ignorent tout de la démocratie et des principes des relations internationales appellent même à une rupture des relations diplomatiques entre le Mali et le Niger, nous apprend toujours le confrère. Quant à la roue de l'histoire, il écrit en gros dans ses titres que la junte militaire malienne est dans l'impasse. La diplomatie, dit-on, de façon simpliste et restreinte, est l'art de négocier, de tisser des alliances, d'établir des accords et des procédures pacifiques entre les pays. Mais depuis l'avènement de la junte militaire dirigée par Assimi Goïta, les écoles de relations internationales sont déroutées sur la diplomatie du Mali. Une diplomatie faite de défiance, de provocation, d'humiliation, du mépris des institutions régionales, de démantèlement des alliances et d'ingratitude à l'endroit des pays frères voisins. Tout cela sous le couvert d'une prétendue révolution. Le journal écrit que la dernière sortie du Premier ministre par intérim du gouvernement malien de transition, Abdoulaye Maïga, a fini par traduire au grand jour l'option de la junte militaire qui se met tout le monde sur le dos dans l'espoir d'être abandonnée afin qu'elle se consacre à son objectif ultime, celui de se maintenir au pouvoir. Malheureusement pour elle, le journal estime que le show de trop de la tribune des Nations Unies a laissé de marbre la communauté internationale et les États offensés. C'est le coup de pied de l'âne qui, selon le journal, ne produira pas les effets escomptés, laissant la junte militaire dans l'impasse totale. Quant au journal L'Actualité, il rapporte dans ses colonnes: sommet délocalisé de la CEDEAO, l'impossible unanimité se révèle à New York. La CEDEAO est en train de se détruire elle-même par un certain manque de leadership de la part de ses dirigeants et par les approches peu pertinentes envisagées à chaque fois pour faire face aux problèmes qui se posent dans son espace, écrit le journal. L'organisation communautaire a perdu depuis quelques années de sa superbe, devenant un machin sans âme à travers lequel les populations ne se retrouve plus depuis qu'elle s'est réduite à n'avoir qu'une carapace syndicale pour protéger de la solidarité de corps des chefs d'État qui ont quelques pépins ou qui ont cru qu'ils peuvent détourner l'organisation de ses missions originelles qu'on ne cesse de saboter pour ne pas savoir incarner ses valeurs fondatrices d'intégration, de libre circulation, de bonne gouvernance, de démocratie vertueuse. En défendant des cas contre un autre, à la tête du client, cette CEDEAO des présidents et non des peuples se discrédite, écrit le journal. C'est surtout par le dossier malien que la CEDEAO a perdu de son prestige auprès des peuples lorsqu'incapable de considérer ce qui fait le bien du peuple, elle prenait les décisions pour l'étouffer, l'asphyxier, le détruire pur, non par son initiative propre, mais par une France qui peut la manipuler pour son agenda contre un peuple que l'organisation ouest-africaine est pourtant supposée défendre en toutes circonstances. Le journal écrit plus loin qu'à New York, les mêmes fissures sont apparues, les chefs de l'État ne pouvant plus parler d'une seule voix sur le sujet. En outre, l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara, qui a des pépins avec les autorités maliennes relativement à ces 46 soldats qui sont arrêtés et emprisonnés au Mali durant toute la session, ne pouvait pas avoir de voix. Silencieux comme carpe, sans doute par la peur de détériorer davantage une situation déjà trop difficile qui l'oblige à la sagesse du silence. Du huis clos pour parler des sujets qui l'intéressent, la CEDEAO est sortie plus que jamais divisée avec un communiqué laconique qui, en déphasage avec les rigueurs, les optimismes que le président bissau-guinéen laissait entendre des jours plus tôt. Elle se contente, selon le journal, finalement de menaces de nouvelles sanctions, mais annonçant la mission d'une délégation de chefs d'État devant se rendre au Mali pour discuter avec les autorités maliennes. Toujours à propos de ce sujet, le Courrier
rapporte que depuis l'intervention polémique du Premier ministre malien par intérim à l'ONU, l'on ne peut que voir une agitation fébrile dans le pays de la part des partisans qui prétendent que c'est le Niger qui est outré, faisant des amalgames pour mobiliser les Nigériens pour un problème qui n'est pas le leur ou pour faire comprendre qu'on manquait de respect à tout un peuple lorsqu'on peut dire contre lui ce que, avant lui, d'autres Nigériens ont déjà dit. Dans les deux cas, il s'agit selon le journal d'une manipulation de l'opinion qui ne saurait marcher quand les Nigériens peuvent être lucides à comprendre que le problème ne se pose pas en de tels termes, quand du reste eux-mêmes peuvent se rappeler d'avoir posé ce débat qui en vérité venait même de l'intérieur du parti qui dirige aujourd'hui le pays. Le journal estime plus loin que ce problème ne peut être réglé sans s'apaiser, sans attendre de se remettre de la douleur qu'il provoque chez les uns et les autres. C'est pourquoi l'on ne peut qu'apprécier selon le confrère cette clarification donnée par le ministre des Finances relativement à la suspension des autorisations de transit de produits pétroliers vers le Mali, une décision antérieure à l'incident et donc qui n'aurait aucun rapport avec le problème, démentant ainsi l'infox qui circule sur les réseaux sociaux. Et c'est sous le titre Niger-Mali, des relations de voisinage mises à rude épreuve, de l'escalade au rabaissement. De cette 77e Assemblée générale de Nations Unies, le Hérisson lui rapporte dans ses titres que Mohamed Bazoum est la vedette africaine de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Pas besoin d'une agence de sondage pour l'affirmer selon le journal. Le président nigérien fut la vedette africaine à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Son agenda suffit pour l'affirmer. Audience avec plusieurs sommités du monde, très souvent à leur demande, multiples sollicitations à gauche et à droite afin d'éclairer la lanterne sur les défis et enjeux de développement en Afrique. Chacun voulait avoir son Bazoum. De son discours à la tribune des Nations Unies à son déplacement à Houston, en passant par ses prises de parole au sommet mondial sur la transformation de l'éducation et à la conférence de plaidoyer en faveur du Fonds mondial pour l'engagement communautaire et la résilience sur le thème un avenir sans extrémisme violent, pour ne citer que ces rencontres-là, le président de la République a présenté les recettes de développement de son pays. Le journal nous apprend qu'elle ne peut pas ne pas convaincre son auditoire dès lors que son Niger, comptant parmi les plus pauvres du monde avec autant de défis, insécurité le long de toutes ses frontières, effets néfastes du changement climatique sur l'agro-pastoralisme, avancée du désert, démographie galopante, chômage des jeunes, etc., fait preuve d'une grande résilience, disons, sans commune mesure dans le vaste espace sahélien. Ceci parce que ces dirigeants font preuve d'anticipation et abordent leurs problèmes avec beaucoup de génie et de lucidité. Autre actualité à travers les journaux cette semaine, c'est l'ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée nationale. La roue de l'histoire écrit à ce sujet. Session budgétaire de l'Assemblée nationale 2022. Le président de l'Assemblée nationale invite à une évaluation lucide et critique des réalisations de l'exercice en cours. Le président de l'Assemblée nationale, El Hadji Seyni Oumar, a officiellement ouvert les travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session budgétaire. La cérémonie a eu lieu en présence du Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mamadou, des présidents des institutions de la République et de plusieurs autres invités. Consacrée exclusivement à l'examen et l'adoption du projet de loi des finances 2023, la session qui s'ouvre cette année dans la dernière décade du mois de septembre va également permettre aux députés nationaux d'examiner le projet de loi de règlement relatif à la gestion de l'année 2020. En s'adressant à l'assistance, le président de l'Assemblée nationale a abordé plusieurs sujets d'intérêt national qui vont des questions budgétaires en passant par la hausse des prix des articles sur les marchés, la question sécuritaire, l'hivernage qui s'achève, la reprise des réunions du Conseil national de dialogue politique CNDP et les invectives et autres diatribes du Premier ministre malien par intérim. Après avoir rappelé au gouvernement la mise en œuvre des recommandations faites par son institution, notamment sur la réduction du taux de fiscalité sur les intrants agricoles, le président de l'Assemblée nationale d'attirer l'attention de l'exécutif sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement qui doivent faire l'objet d'une utilisation et d'une affectation rationnelle. Et pour finir, le journal Niger Inter Hebdo s'est intéressé à la 57e édition de la cure salée. La fête fut belle en présence du Premier ministre Oumoudou Mahamadou à Inga, nous apprend dans ses titres
titre le journal. Lancé le vendredi 23 septembre 2022 à Ingal, dans la région d'Agadez, les festivités entrant dans le cadre de la 57e édition de la cure salée, cette grande fête annuelle de retrouvailles entre éleveurs Peul et Touareg, se sont achevées le dimanche 25 septembre dernier sur une note de satisfaction générale. Comme à l'accoutumée, la cérémonie officielle du lancement s'est déroulée en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, des élus nationaux, des membres du gouvernement et d'éminentes personnalités invitées. À la cérémonie du lancement des festivités, le maire d'Ingal, M. Nafar Rouaba, a dans son allocution de bienvenue exprimé la gratitude de la communauté pastorale tout en remerciant le gouvernement et ses partenaires pour les efforts consentis en faveur du pastoralisme au Niger. Au nom de la population de la commune rurale d'Ingal, Excellence Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de transmettre nos remerciements au chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, a dit le maire Nafar Rouaba, nous rapporte le journal. Les représentants des éleveurs et de la plateforme paysanne ont également rappelé les attentes des pasteurs à l'endroit du gouvernement et de ses partenaires afin de booster l'élevage pour le bien du pays. Le président du conseil régional d'Agadez, M. Mohamed Anako, a pour sa part mis en évidence l'importance de la cure salée pour les pasteurs et les valeurs d'unité et de cohésion sociale qu'elle véhicule. Pour M. Anako, le choix du thème de cette année, action alimentaire du cheptel et cohésion sociale des pasteurs et agro-pasteurs, n'est pas fortuit. Et pour conclure, le journal précise que toutefois, le ministre de l'élevage a relevé que le sous-secteur de l'élevage fait face à plusieurs contraintes pour son développement. Entre autres, le ministre a cité la surexploitation et l'utilisation non durable des ressources pastorales et le changement climatique, les investissements insuffisants dans le sous-secteur, le faible niveau d'organisation des acteurs, l'accès difficile aux conseils et aux intrants de qualité, etc. Le ministre Tijani Abdul Kadri a également rappelé, selon le journal, la volonté du gouvernement de moderniser l'élevage à travers la déclaration de politique générale du gouvernement, puis de féliciter les acteurs du secteur privé qui ont enregistré des résultats fort appréciables dans le secteur de l'élevage. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.